l'Iran, bien sûr, avec Pete Hegseth qu'on va entendre, les frappes sur l'Iran. Dans une tribune publiée d'ailleurs dans le Figaro ce mardi, Pierre Lellouche affirme que face au régime totalitaire iranien, une guerre menée à moitié ne pourrait qu'entraîner un immense chaos. Il y a beaucoup d'interrogations. On a le sentiment que Israël n'est pas forcément sur la même ligne aujourd'hui que Donald Trump, que Trump regarde aussi les marchés, entend son opinion publique. Et qu'elle n'est évidemment pas sur la même ligne qu'Israël. Israël, c'est un combat essentiel, existentiel. Les États-Unis, c'est différent. Écoutons Pete Hegseth, qui est donc le ministre de la Défense, de la guerre, secrétaire d'État à la guerre. Secrétaire à la guerre. Aujourd'hui, comme les jours précédents, sera une journée intense au niveau des frappes au sein de l'Iran. Le plus de bombardiers, de militaires, le plus de frappes de cette opération, avec des opérations encore plus précises qu'auparavant. Nous ne sommes pas en 2003. Ce n'est pas la même situation par rapport à celle que nous avons vécue avec Bush et Obama. Notre génération de soldats ne permettra pas que les mêmes situations se reproduisent et le président Trump ne le permettra pas non plus. Il a été très clair sur ses positions. Il ne voulait pas lancer des missions qui ne terminent jamais. Ces jours-là sont révolus. Nous avons une domination aérienne totale et nous avons les capacités à mener à bien les objectifs du président. Vous allez me dire ce qui a changé ces dernières heures, Vincent Herouet, mais voyons d'abord la nuit à Tel Aviv avec Sarah Warni. Les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti dans la nuit à Tel Aviv. Les missiles visibles dans le ciel. Israël a essuyé des tirs de missiles depuis l'Iran, interceptés par les systèmes de défense israéliens. De son côté, l'État hébreu a mené de nouvelles frappes sur le centre et la banlieue sud de Beyrouth, ciblant des infrastructures du Hezbollah pro-iranien. De nouvelles explosions ont été entendues dans la nuit à Téhéran, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée. Une nouvelle vague de frappes contre la capitale iranienne, revendiquée par Tsahal. L'Iran refuse de se soumettre. Les gardiens de la révolution ont revendiqué la vague de frappe la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre dans la région. Des drones et 7 missiles balistiques iraniens ont également été interceptés en Arabie Saoudite, dont les cibles étaient une base aérienne qui abrite des militaires américains et un important champ pétrolier. Bon, on a l'impression, mais ça fait 2-3 jours, qu'on est dans, je dirais, un faux plat, mais c'est pas adapté. On parle d'un faux plat pour le Tour de France, on ne parle pas d'un faux plat pour une guerre. Vous êtes un Européen, Jean Pascal. Non, mais on a l'impression, voilà, au fond, qu'il ne se passe pas grand-chose de nouveau. Il meurt. Oui, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler différemment de ce que je en parlais là. Le mot faux plat n'est pas adapté. Mais il n'empêche que sur le plan diplomatique, stratégique, voilà, les positions sont mises en place, et il n'y a rien de nouveau. Vous évoquiez le papier de Pierre Lellouche dans le Figaro de ce matin. Moi, je trouve qu'il dit un truc très juste au début. Il relève que les Européens, en quelque sorte, s'impatientent, n'aiment pas la guerre, parce que la guerre, ça coûte trop cher, ça dure trop longtemps, et puis c'est trop cruel. Et qu'en fait, on supporte la guerre quand c'est juste une opération de police, et qu'on fait un aller-retour. Mais dès que la guerre s'installe, et la guerre, c'est l'affrontement de deux volontés, c'est des histoires de détermination, de capacité à endurer, de ténacité. J'entends bien, mais ce que je vous dis, c'est que se passe-t-il ? On est dans ce faux plat de la guerre. La guerre, c'est le faux plat, en fait, jusqu'à ce que le ciel vous tombe sur la tête. Oui, mais quand Donald Trump lui-même imagine que ça puisse durer 8 jours, 10 jours, enfin ça se passe pas comme ça, c'est un scénario pour enfants. Non, alors je donc pour Hollywood, ça peut pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ah ben voilà, alors la question c'est, je reviens à ce papier parce que je l'ai trouvé formidable. En fait le choix c'est entre le chaos, K-O, ou le chaos, chaotique. Hein, c'est entre le grand désordre qui naîtrait d'une guerre inachevée, où le régime resterait en place, et où l'Iran se vengera, voilà, quoi qu'il arrive, et notamment sur ses voisins, mais aussi, pourquoi pas, sur l'Europe. Ils ont déjà fait des attentats, ils ont montré leur capacité à terroriser leur peuple, leurs voisins et le monde entier. Ou
autre chose, c'est-à-dire la fin en fait, de la révolution islamique qui a dopé, qui a gangréné, qui a empoisonné le monde entier avec cette idéologie de la violence, de l'islam. Oui, mais pour ce deuxième scénario, il faut que les Américains acceptent l'idée de s'installer dans la guerre. Vous venez d'entendre. Alors, Pete Hegseth, il est sur un ton qui est toujours très, un peu, il n'est pas vociférant, mais il campe vraiment dans l'ardeur du guerrier. En fait, il devrait carrément faire ses points de presse torse nu en train de faire des. Non, mais l'impression que j'ai, l'impression qu'on a plus exactement, c'est que Donald Trump, il va pas aller au bout de cette affaire. Il y a un doute. Oui, voilà, qu'il y a une pression américaine, une pression des marchés, une pression de l'économie, etc. Le scénario du chaos, on aimerait qu'il arrive, et on a le sentiment qu'il ne va pas forcément arriver. On redoute, parce qu'il y a aussi... on aimerait que ce régime disparaisse. Oui, que le régime disparaisse. Mais bon, si vous avez un effondrement de l'Iran, avec une balkanisation de l'Iran... Non, mais c'est pas ça qu'on aimerait. On aimerait... Le scénario formidable, ce serait Pahlavi qui revient à Téhéran, les Iraniens qui arrivent en démocratie et qui se réconcilient, et un pays qui retrouve une démocratie. Voilà, c'est ça ce qu'on aimerait, au fond. Quelques types, et puis on passe à autre chose. Oui, mais... Bon, mais ça, c'est un scénario, ça se passe pas comme ça. Rarement. Et la guerre, elle a commencé entre la Russie et l'Ukraine il y a 4 ans. Oui. C'est l'idée que vous allez dénouer un tel nœud gordien à 10 000 pieds en prenant aucun risque. Oui. Ça, c'est pas possible. Israël est obligé de continuer parce que pour eux, c'est... Alors Israël, ça, c'est autre chose, bien sûr. Ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Bien sûr. Netanyahou est soutenu par toute sa population, ou quasiment toute, y compris ses opposants, ce qui n'est pas du tout le cas de Donald Trump, qui, en plus, vraiment, plus les jours passent, moins je vois son plan. Mais il y a un mot dans le titre de Pierre Lelouch, article excellent d'ailleurs aussi, comme l'a dit Vincent, c'est le mot dans le titre face au régime totalitaire. Quand on est face à un régime totalitaire, vous n'êtes pas face à une dictature que vous pouvez faire tomber. C'est le régime totalitaire, c'est-à-dire que vous allez devoir aller très très loin pour déraciner cette hydre totalitaire. Mais c'est pour ça que ça demande de s'installer, ça demande du temps, et que manifestement, Donald Trump, il passe d'un sujet à l'autre. Juste un exemple. Le nouveau guide suprême, il a été blessé d'ailleurs, mais il est sain et sauf, malgré ses blessures, selon le fils du président. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Parce que le pouvoir n'est pas simplement aujourd'hui, c'est un régime totalitaire. Donc le pouvoir, c'est pas simplement le nouveau guide suprême. Il est dilué par... Le détroit d'Ormuz qui est regardé dans le monde entier. Écoutez ce que disait ce matin Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot. Nous avons lancé le travail pour bâtir une mission associant un certain nombre de pays autour de la France, dont vous savez qu'elle a déployé ses moyens militaires, ceux de sa marine dans la région, pour que durablement nous puissions assurer la sécurité maritime, la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, comme nous le faisons depuis des années en mer Rouge avec une opération européenne qui implique des bâtiments militaires français pour accompagner les porte-conteneurs ou les pétroliers. Alors ça, c'est un décryptage intéressant. 83% des marins seraient en ce moment dans cette région. C'est à la fois intéressant et en même temps, ça montre notre fragilité. C'est-à-dire que toute notre marine est là-bas. Donc ils ne sont plus à Saint-Mandrier ni à Toulon en ce moment. Tous les bateaux sont là-bas. Que les bateaux naviguent. Je suis d'accord avec vous, mais ça montre aussi que notre bande touche. Notre réservoir, pardonnez-moi de prendre cette métaphore, c'est comme le faux plat, mais ça veut dire que toutes nos forces sont là-bas. Donc c'est à la fois formidable, parce qu'on est présent, mais ça montre aussi qu'on n'a pas des... Plus utile que l'envers bâti. Bon, comment vous... que toutes les frégates soient... Non, mais pas du tout. Je veux le décryptage. Comment on décrypte le fait que 83% de notre marine soit là-bas? Vous avez, pour résumer les choses, vous avez en France 23 bâtiments importants en fait dans la marine nationale. Vous n'en avez pas 50, 200, 23. Donc si vous mettez, le président a parlé de 8 frégates, je ne sais pas où est-ce qu'il les prend, parce qu'il y en a 11, donc il y en a qui sont 8 frégates, le porte-avions, 2 porte-hélicoptères. Effectivement, vous avez les navires qui vont les accompagner. Vous avez l'essentiel des bâtiments qui seront engagés dans cette opération. Alors c'est une opération qui est très importante, mais c'est quand même assez léger, parce que quand le ministre compare ce qu'on a fait à l'échelon européen avec l'aide des Américains dans la mer Rouge
pour empêcher que les Houthis continuent de bombarder, nuisent au trafic maritime, bloquent en fait le canal, la mer Rouge, parce qu'ils bombardaient les navires qui passaient au large, d'accord ? Vous ne pouvez pas comparer la milice yéménite, même si elle est quand même assez trapue, avec la République islamique, 90 millions d'habitants, se préparant depuis des années, et les détroit d'Ormuz, 33 km, 1000 km de côte. Ça va être épouvantable à tenir, le détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est très facile à bloquer. Georges Fenech. Non, ce qui m'interpelle, c'est quelle est la limite de cette notion de stratégie purement défensive. Ça n'existe pas. Non, mais c'est ça la question. Imaginons une seconde que du côté iranien, on se mette à envoyer quelques projectiles sur le porte-avions Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe ? Non, vous n'avez pas compris. Justement, j'ai besoin de vos lumières. Vous êtes de mauvaise volonté. Non, ce qu'on nous dit, c'est que... Non, c'est dans une deuxième phase. Deuxième phase de la guerre, quand il y aura un accord, même précaire, on essaiera d'aller sécuriser à ce moment-là. Mais dans ce cas, on n'a pas besoin de porte-avions, on n'a pas besoin d'y aller s'il n'y a plus la guerre. Et s'il y a toujours la guerre, alors là, vous allez interdire aux Iraniens de contrôler, alors qu'ils sont agressés, de contrôler au nom de leurs eaux territoriales, au nom d'une stratégie purement défensive. Ce sont les Iraniens qui sont dans une stratégie purement défensive en mettant le chaos partout. Je sais pas si c'est très clair. Ça me paraît aberrant. Ça ne sert à rien. Voilà. Soit il n'y a pas lieu de le Qu'est-ce qu'on va y faire ? Voilà. La clé. Ou alors c'est l'engrenage. La clé, et on tourne autour C'est l'escalade. depuis le samedi et le bombardement, la clé de nos discussions, c'est l'effondrement du régime iranien. Et la vérité est qu'il ne s'effondre pas. Donc à ce moment-là, vous aurez trois hypothèses. Soit il ne s'effondre pas et ça sera pire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, l'Iran se vengera. Soit il s'effondre, et c'est une hypothèse qui paraît compliquée, et on tourne autour de ça. Et la clé, c'est ça. Parce qu'on se rend compte, c'est ce que dit aussi Joseph, c'est-à-dire que c'est un régime totalitaire, c'est-à-dire que t'en tues un, il en ressort un autre. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et alors où tu arrives avec les B-52, c'est les B-52 Oui, les B-2. Voilà, donc on est au cœur de ça. Parce qu'on a l'impression que rien de ce qu'on puisse faire ne change ce régime. Et c'est ce que vous aviez dit tout de suite d'ailleurs. Parce que moi je vous suis depuis 3-4 ans, je me souviens, vous aviez dit c'est un des pires régimes au monde, Vincent. L'avenir appartient aux autres. Mais non, mais c'est intéressant. Il y a des gens qui se trompent, puis il y en a qui... Tout le monde se trompe. Puis il y en a qui se trompent moins. Et moi, je me souviens, sur l'Iran, à chaque fois, vous avez dit, attention, l'Iran, ça tombe pas comme ça, c'est pas un château de cartes. On peut imaginer que les Américains et les Israéliens... Mais ils vont arrêter à un moment, les Américains, de bombarder. Vont faire demi-tour. Mais on n'en sait rien. Mais c'est pas possible. Il a dit la guerre est quasiment finie. Mais Georges, qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que j'en sais ? On est là autour d'une table. Il y a une menace existentielle du côté d'Israël. Mais vous n'en savez rien, Georges, et moi non plus. L'Amérique joue quand même son crédit dans cette affaire. Si vous voulez, l'intuition qu'on peut avoir, hélas, c'est qu'à un moment, les Américains vont arrêter de bombarder. Je n'y crois pas. Quand il dit la guerre est quasiment finie, c'est la lecture qu'on peut avoir. Il arrivera à faire un récit victorieux de cette guerre en disant que les frappes... Et ça veut dire que tu auras bombardé et tu auras un régime qui est toujours en place. Dur. Bon, Hormuz, voyez le détroit d'Hormuz, qui est au cœur donc, de tous les regards, parce que... Ça on finit par en oublier l'autre détroit, qui est le détroit de Bab el-Mandeb, qui est quand même assez important, parce qu'il y a 70% des exportations européennes qui passent par ce détroit. D'accord ? Le détroit de Bab el-Mandeb. Voilà, c'est-à-dire la porte, c'est-à-dire c'est là où, en effet, on parle des milices Hutus. C'est-à-dire c'est cette partie-là. Et par cette partie-là, eh bien, converge une grande partie des exportations européennes. Une carte là, parce que là, vous m'avez perdu avec votre détroit. Mais on va voir. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, dans son discours sur le porte-avions, il en a parlé. Oui, bien sûr. Alors, mais bon, il a parlé de ça. Le canal de Suez, vous voyez le canal de Suez ? Oui. Ce sont des bouches sur la mer Rouge. La mer Rouge, elle se termine au détroit, à la porte de la mer, à Bab el-Mandeb. Et de l'autre côté, vous avez un cul-de-sac. C'est le détroit d'Ormuz. Parce qu'on ne parle que du détroit d'Ormuz. Oui, mais j'ai bien compris qu'on ne débat. Bon, Ferdinand de Lesseps, qui avait construit le canal de Suez. Oui. Vous vous souvenez ? Oui. Ferdinand de Lesseps. Et celui de Panama aussi. Moi, le début. C'était un Français. Un Français. Ah bah à l'époque, on rayonnait. Exactement, on rayonnait. On parlait français. Est-ce qu'on peut voir le sujet sur le détroit d'Hormuz ? Non, il est 9h29, on va être... La vanité. Sur les réseaux sociaux,
l'armée américaine annonce avoir détruit des navires iraniens près du détroit d'Ormuz, 16 navires poseurs de mines. Alors que le détroit d'Ormuz se trouve toujours sous contrôle iranien, le président américain Donald Trump avait hier menacé l'Iran de représailles qu'il soupçonne de miner le détroit pour perturber davantage le trafic maritime. Si l'Iran a posé des mines dans le détroit d'Ormuz et nous n'avons aucune information indiquant qu'ils l'ont fait, nous exigeons qu'elles soient retirées immédiatement. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Donald Trump cherche à tout prix à libérer cet axe stratégique pour le pétrole mondial, où transite un cinquième de la production en temps de paix, dans l'espoir de calmer les prix du pétrole. On peut écouter Roland Lescure qui était intervenu également sur ce sujet. Aujourd'hui, l'essentiel du problème, le nœud de l'enjeu, c'est le détroit d'Ormuz et c'est le marché global. Nous n'avons pas d'enjeu d'approvisionnement. Donc pour faire baisser les prix aujourd'hui, notre énergie, c'est le cas de le dire, elle doit être consacrée à la stabilisation du marché, à l'amélioration du marché. On l'a vu hier, 20 $ de baisse du baril après 1 heure de réunion. C'est quand même bien plus efficace que toutes les usines à gaz, si je peux me permettre, qu'on risque d'entendre ici ou là comme des idées des uns et des autres. Que disiez-vous, Vincent Herouette ? On commentait, pardonnez-moi, on commentait non pas ce que disait le ministre Lescure, mais les images qu'on vient de voir qui sont assez extraordinaires, où les Américains donc coulent des petites embarcations qui sont au port, qui sont à quai, immobiles. On voit sur certaines d'entre elles qu'elles sont équipées de tubes qui sont sans doute des lance-missiles, mais ce sont des petites embarcations. C'est-à-dire que les Américains ont mis, ont naufragé, ont coulé déjà toute la marine iranienne, et là maintenant ils s'attaquent à ce qui pourrait servir aux gardiens de la Révolution pour miner le détroit d'Ormuz, et ça ne demande pas des moyens importants. Il suffit d'avoir un bâtiment qui tienne la mer et qui puisse aller dans ses eaux tranquilles, couler des mines. Il suffit d'une mine pour bloquer la navigation. Ali Laradjiani a dit « Des plus puissants que nous vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminé vous-même. » C'est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Et il a dit ça sur X. Alors il y a des Iraniens quand même qui quittent le pays. On va voir le sujet de Félix Pérola. C'est quand même un con parce que les Iraniens ont déjà essayé d'assassiner Donald Trump. Hein. Oui. J'entends. Donc Larijani qui est toujours vivant, oui. Au miracle, oui. Et donc au soupçon, dans la paranoïa qui règne à Téhéran, on trouve que M. Larijani a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que c'est un espion ? C'est un mort qui marche. Il est à la fois condamné et en même temps on peut s'étonner qu'il ait réussi. Un mort qui marche, on est tous à la même enseigne. Hein. Oui, mais lui, sa vie, comme on dit en Sicile, c'est comme un bouton sur la veste. Vous connaissez je ne connais pas cette expression. Oui, c'est un bouton sur la veste. Elle est quand même assez fragile. Ah, oui. Soit il se décide à retourner à Genève pour discuter sérieusement, soit... Écoutez, je pense traduire l'impression générale, après 12 jours, d'une forme d'inquiétude. Du tout, il y a la panique. Oui, mais d'inquiétude sur la finalité, les objectifs et la réussite de tout ça. Oui, ça s'appelle le brouillard de la guerre. Oui. On ne comprend rien de ce que raconte Donald Trump, qui dit tout et son contraire. On voit bien que sur le but de guerre, il y a quand même un flou qui s'épaissit. Et l'impatience vous gagne parce que vous regardez trop les chaînes d'infos continues. Non, mais oui, je les regarde et parfois on est ensemble. Donc les Iraniens quittent le pays. Félix Pérola, des Iraniens qui fuient le pays. Vous allez voir ce sujet assez intéressant. C'est ici, dans la province turque de Van, que des centaines de personnes sont arrivées ces derniers jours. Devant le poste frontière de Kapikoy, à quelques centaines de mètres de l'Iran, des familles iraniennes franchissent la frontière, épuisées. Quand les bombes ont commencé à tomber, nous avons compris que la guerre avait commencé. Alors nous sommes venus en Turquie. Certains ont parcouru près de 800 km depuis Téhéran pour fuir le régime islamique. Les gens ont peur de descendre dans la rue. Ils n'ont pas peur des États-Unis.
Malheureusement, ils ont peur de leur propre gouvernement. À leur arrivée, beaucoup cherchent à rejoindre Van, la ville la plus proche, située à 2 heures de route. Mais certains tentent le chemin inverse pour retourner en Iran. C'est le cas de Leila. Elle a perdu le contact avec sa famille, restée bloquée dans le pays. Comment puis-je être en sécurité alors que j'ai l'impression que ma famille est peut-être en danger? Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 100 000 personnes ont quitté Téhéran au cours des 2 premiers jours du conflit. Ce qu'on ne sait pas non plus, parce qu'il y a quand même peu d'informations, on est d'accord qu'il n'y a pas de journalistes sur place en Iran? Ah si, bien sûr, il y en a quelques-uns. En Iran? Il y a un journaliste français, notamment pour France 24 et RFI, qu'on voit sur beaucoup d'antennes. D'accord. Vous avez l'ancien chef de poste de l'agence France Presse à Téhéran, qui travaille pour la concurrence, mais qui évidemment fait très attention à ce qu'il dit. Bien sûr. Ouais. Mais le simple fait d'ailleurs qu'il ait un téléphone et qu'il puisse communiquer facilement avec l'étranger montre qu'il y a un deal qui a été passé avec les autorités. Mais la recommandation, par exemple, de l'État français, c'est de ne pas qu'il n'y ait pas de nos ressortissants ne soient pas, évidemment, en Iran, donc journalistes compris, j'imagine. Oui, il ne restera que nos otages à la fin. Oui, mais on a une pensée d'ailleurs pour eux, bien évidemment. Mais l'ambassadeur, par exemple... Ce qui veut dire quand même... L'ambassade de France. Ce qui veut dire que quand même, vous êtes obligé quand vous écoutez les déclarations françaises, de se souvenir... On est obligé, parce que ça se joue au présent, de se souvenir de tous les méfaits, tous les crimes même commis par la République islamique contre la France. Vous avez deux personnes qui, depuis 4 ans, vivent en Iran, sont retenues contre leur gré, alors qu'ils n'ont rien fait. Nous sommes d'accord, mais ces 2 personnes sont à l'ambassade de France. Oui, ils sont en résidence surveillée. D'accord, mais qui est à l'ambassade de France aujourd'hui? Vous avez un chef d'affaires, je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas quel est le mot. Vous les lisez fonctionnaires. Mais il n'est pas, par exemple, question il y a toujours un ambassadeur de France? Il y a un ambassadeur de France en Et Iran. il n'est pas question, par exemple, de le rapatrier. Nous ne sommes pas co-belligérants. Ah, on n'est pas co-belligérants. Mais non, c'est on n'est pas loin. Débat. Mais tous ceux qui travaillent à l'ambassade de France, vous savez combien de personnes travaillent? On a dû réduire les effectifs et rapatrier ceux qui ne sont pas vraiment indispensables, oui. Il n'y a aucun doute. Mais cette ambassade, on réduit la voilure quand il y a la guerre. Cet ambassadeur, il parle? Parce que j'ai entendu nulle part cet ambassadeur de France. J'imagine qu'il dialogue avec... Non, mais il parle, il prend la parole, il est dans les médias. J'ai entendu. Les diplomates ne sont pas là pour illustrer le débat général. Oui. Ils sont là pour faire... Ils ont un travail. On peut avoir vous comprenez, ils sont les interlocuteurs de la puissance. Il peut avoir une inquiétude pour eux. Dans l'Afghanistan, bien sûr. On avait l'ambassadeur. Exactement, qui était David Martinon, c'est ça? Exactement. Bien sûr. Bien sûr, vous avez raison. Il s'occupe d'ailleurs... Les binationaux et les quelques Français qui vivent à Téhéran sont sous la protection en quelque sorte du consulat. Ils s'occupent de leur sort. Mais l'ambassadeur, il cherche surtout à dialoguer avec les dirigeants iraniens. Autre question dont je ne connais pas la réponse, et peut-être vous non plus d'ailleurs. Les Iraniens, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on peut mesurer le nombre d'Iraniens qui soutiennent ce régime aujourd'hui et ceux qui sont en opposition? Est-ce qu'on a des sources fiables là-dessus? Le mois dernier, vous avez eu des dizaines de milliers de morts. Des gens qui protestaient, qui sont descendus de la rue, malgré les assassinats en masse que commettaient les gardiens de la Révolution. Ça veut dire qu'il y a une opposition bien réelle. Mais on ne sait pas... Non, ce qu'on sait, c'est que Téhéran, qui est une ville en général totalement embouteillée, est totalement vide. C'est ce qui frappe beaucoup. Les gens sont terrés chez eux, en espérant qu'un gardien de la Révolution n'est pas venu s'installer à l'étage au-dessus. Et puis, les magasins sont fermés. Comme ça, hein. La ville s'est vidée. Il y avait, 3 jours après les premières frappes, 1 million d'Iraniens avaient quitté Téhéran. Donc vous en avez vu qui sont à la frontière. Il y en a beaucoup qui sont sur les bords de la Caspienne. Et puis qui sont rentrés autrement. On les a vus là, effectivement. Alors, il y a également ces images des footballeuses. Les footballeuses iraniennes qui ont demandé l'asile en Australie ont été évacuées de leur résidence sécurisée après qu'une coéquipière a changé d'avis et révélé leur localisation à l'ambassade d'Iran. Donc, c'est effectivement le principe de la guerre et des traites. Le reste de la délégation, qui comptait 26 membres au départ, avait quitté l'Australie mardi soir. Elles sont arrivées tôt ce matin en Malaisie. Alors, les jeunes femmes que vous voyez là,
c'est ceux qui avaient chanté. C'est-à-dire que c'est ceux qui approuvent le régime, d'une certaine manière, ou en tout cas qui ont peur du régime. Leur famille. Oui, c'est plutôt ça, oui. Voilà, On parlait de traîtres, mais parfois il peut y avoir des pressions. Parce que le régime est un bon maître chanteur. Oui, voilà. mais vous avez raison. On peut toujours tout comprendre, bien sûr. Mais ces jeunes femmes, donc, elles passent par la Malaisie, mais elles vont rentrer en Iran. Alors que d'autres jeunes femmes, et je le répète, certaines ont demandé l'asile en Australie, elles ont été évacuées de leur résidence sécurisée. Une coéquipière les a balancées. C'est ça la réalité. Donc c'est 7 membres de l'équipe féminine nationale qui ont obtenu l'asile en Australie après avoir refusé début mars de chanter l'hymne national lors d'un match contre la Corée du Sud en Coupe d'Asie à Sydney dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Pour ce geste, les joueuses dont la capitaine Zara Ganbari avait été qualifiée de traîtresse dans leur pays. Le reste de la délégation, qui comptait 26 membres au départ, avait quitté l'Australie pour la Malaisie hier soir. Et donc une Iranienne a changé d'avis après avoir parlé à certaines de ses coéquipières qui étaient parties, a indiqué le ministre de l'Intérieur Tony Burke mercredi au Parlement. Celles-ci l'ont encouragé à contacter l'ambassade iranienne. Donc, c'est vrai que... dilemme. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que... Le foot va quand même être impacté, on l'a déjà dit, mais dans un peu moins de 100 jours, à Los Angeles, dans le stade de Los Angeles, va retentir l'hymne iranien. Oui. Que l'équipe de football iranienne va participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui. On peut imaginer qu'on va avoir des cas de figure similaires, même si la guerre a le temps d'évoluer d'ici là, mais c'est important. Mais vous faites bien de rappeler ça, parce que la Coupe du Monde peut aussi influer sur la décision de Trump, qui n'a peut-être pas envie, en pleine Coupe du Monde, de mener une guerre. Peut-être. Donc, Oui. Oui. De toute façon, il ne veut pas mener de guerre. Vous savez, il parlait de 5 à 6 mai. Donc, le calendrier est en train le sablier est en train de se vider, mais de toute façon, il est obligé de passer devant le Congrès au bout de 60 jours. Et donc d'obtenir le vote très aléatoire, et même, du Congrès. Et donc, il faut qu'il ait bouclé les opérations avant 2 mois. C'est rapide, hein? Ben oui, c'est pour ça qu'il y a une forme d'inquiétude. Bon, on va parler du carburant, puisque je ne sais pas si vous faites le plein les uns les autres. Ça peut arriver. On avait proposé hier de plafonner les taxes. Je sais pas. Vous avez reçu un coup de fil de Bercy suite à votre proposition? Non. Dommage. Non, mais ça pouvait être une idée comme une autre. On rappelle la proposition, c'est de plafonner. Le budget a été calculé avec un baril à 67 €. Donc on peut effectivement, la France, garder ses taxes avec un baril à 67 €, ce qui fait 40 € de taxes, c'est 60% de taxes. Et puis après, si ça augmente... C'est un prix fictif qui ne correspond pas à une réalité. Le budget a été calculé à 67. Voilà, c'est une réalité budgétaire. Et ça correspond au fait parce qu'autrement, on a l'impression que l'État, on a l'impression que l'État va s'enrichir, est un profiteur de guerre, si j'ose dire. C'est affreux ce que vous dites. Oui, c'est affreux. Les cortèges qui sillonnent Paris, toutes sirènes hurlantes, eh bien, qu'est-ce que vous croyez? Ils roulent à l'essence. Oui. Elle coûte plus cher, donc il faut plus d'argent pour l'État. Oui. Non, voilà. Il ironise. Bon, vous ironisez. Oui. Sans doute. Bon, écoutez, monsieur Lescure qui a dit les prix augmentent et bon, il trouvait que ça pouvait être. Parce que ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que les sanctions, elles sont pas du tout parce que les prix augmentent. Parce que tu peux pas. Le prix est libre depuis 85. Les sanctions, c'est parce qu'il y a une différence entre le prix affiché et le prix annoncé. Donc tu annonces sur Internet, par exemple, tant, et puis tu vas à la station, c'est plus cher. Là, tu es sanctionné. Il y a aussi une notion de prix abusif. Ça n'existe pas. Ah, si, ça existe. Mais non, ça n'existe pas, Georges. Si. Ben non. Si le prix est libre... Georges, en fait, ça n'existe. Il y a même les ententes irrégulières entre distributeurs. Ça, Georges, ça c'est autre chose. Vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Si demain, vous voulez mettre votre prix dans une station-service à 4 €, vous pouvez. Mais bien sûr, puisque le prix est libre. Sauf à La Réunion où le prix est fixé par la préfecture, c'est le seul territoire français dans lequel... Bien sûr, le prix est libre. Donc c'est pour ça que là aussi, quand M. Papin a dit qu'il y aura des sanctions, les sanctions c'est pour le prix affiché, prix annoncé. Donc ça n'a rien à voir. Écoutez M. Lescure. Que les prix montent du fait de la hausse du prix du baril, j'allais dire c'est normal. Et quand on regarde le diesel qui est particulièrement affecté parce que les prix du raffinage du diesel ont beaucoup monté, dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Italie et ailleurs, j'allais dire c'est malheureux, mais c'est normal. En revanche, les chiffres que vous mentionnez ici sont clairement en dehors d'une distribution normale. Aujourd'hui, on est sur le diesel
aux alentours de 2 euros le litre, c'est déjà beaucoup. François Villeroy de Gallo a dit qu'il n'y aurait pas d'aide. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est une bonne raison. Écoutons-le. Je vais le dire de façon encore plus simple, nous n'avons plus d'argent. Donc nous, Français, la réponse est non. Nous, Français. Alors on parle de certains pays, on parle parfois de l'Italie qui envisage des choses comme ça. D'abord, l'Italie est dans une situation plus favorable que la nôtre, hein, sur le plan de ses finances publiques. Puis si vous me permettez de le dire avec un sourire, on parle toujours, nous, Français, des autres pays quand ils font des dépenses supplémentaires. On devrait aussi parler d'eux quand ils font des économies. Hein. Donc là, or là, nous pouvons aller prendre de l'inspiration. Si nous creusions encore les déficits et la dette, ça va pénaliser les Français eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça se traduit par une montée des taux d'intérêt, ce qu'on appelle à long terme, c'est-à-dire à 10 ans et plus. Et ça, c'est mauvais non seulement pour l'État, mais pour les Français sur leur crédit immobilier ou pour les entreprises sur leur crédit d'investissement. Vous y croyez, vous, au déficit de 5% pour le budget? C'est tenable ou on fait sans? Bon, il n'est pas poussé dehors, mais c'est peut-être pour ça qu'il a cette liberté. Bien sûr, il balance en fait. Depuis qu'il sait qu'il va partir, il a l'air d'être plus libre dans ses prises de parole. On n'a plus d'argent, dire ça, pas forcément très. Voilà, je me souviens qu'il y avait un Premier ministre qui avait dit ça une fois. Aussi sur l'Italie. En faillite. Cette phrase sur l'Italie est importante. Non, mais vous avez dans une situation financière meilleure que la nôtre. C'est ça qui est formidable, c'est que ils sont plus en place. Donc, oui, vous avez parfaitement raison, Sarah. Donc il est gouverneur de la Banque de France. Ouais. Il est viré poussé vers la sortie. Il n'est pas viré. Il n'est pas viré. C'est pareil, le résultat est le même. Il cède son poste et il va prendre la présidence des orphelins. On dit plus les orphelins, les apprentis d'Auteuil. Oui, enfin, c'est pas la même. C'est pas exactement la même. Attendez, pardonnez-moi, ça correspond la même chose. Si vous me permettez. Hein? C'est pas la même chose. Moi, c'est très respectable. Les orphelins d'Auteuil, c'est formidable comme association, mais c'est pas la même chose que gouverneur. Bon, c'est une association importante. Enfin, c'est pas la même chose que gouverneur de la Banque de France. Non, et qui va le remplacer? On parle du secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin. Un ami du maître. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a. Christine Lagarde aussi. C'est important de placer ses amis. Il aurait dû quitter son mandat dans quelques mois. On lui demande gentiment de partir un peu plus tôt, comme ça on peut placer quelqu'un dont le mandat démarre maintenant et continuera, vous l'aurez bien compris, pour le prochain pouvoir. Mais là, il a un petit pouvoir de nuisance, monsieur de Gallo. Le roi de Gallo. Ça va pas durer, parce que ce qu'il a dit là... les Français le savent. Hein. Oui, mais c'est pas pareil de l'entendre dire. Exactement, et par une autorité qui a une force morale, c'est pas pareil. Oui, exactement, vous avez raison. Il dit énormément de choses en peu de temps. Tout le monde l'estime. Oui. Non, il dit beaucoup de choses. Vous avez raison sur l'Italie, il dit beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses. Il y a du sous-texte. En fait, il dit que celui qui gouverne a planté le pays. Voilà ce qu'il dit. Et c'est le gouverneur de la Banque de France. Peut-être un peu. Ah non. Écoute, je surinterprète. Tu as le gouverneur de la Banque de France qui dit après 10 ans d'Emmanuel Macron, il n'y a plus d'argent. Oui, mais... Donc il a cramé la caisse. C'est ce qu'on pense, en effet, mais je ne suis pas certain que lui il vise directement le... C'est ce qu'ont dit les premiers ministres successifs jusqu'à Le Cornu aussi. Hein. C'est ce qu'ils disent une fois qu'ils sont pas en place. Scoop, hein. On le sait qu'il n'y a plus d'argent. Au moment du vote du budget. Oui. Hein? Ah bon. Oui, mais on fait comme si... On le sait, bon, écoutons qui, me dit Marine Lançon. Ah oui, Sarah Knafo, sur le prix de l'essence, a été ce matin avec Laurence Ferrari. Je propose qu'on baisse le prix pour toujours, c'est-à-dire de manière pérenne et pas seulement pour cette crise, en abaissant la fiscalité. Vous savez que pour 2 euros d'essence, vous payez 1 euro de taxe. C'est beaucoup trop. C'est comme d'habitude dans notre pays, en réalité, dans le pays qui est le plus imposé du monde, avec 47% de taux de prélèvement obligatoire. Donc je propose de baisser la TICPE. Si on la baisse de 30%, ça fait 12 milliards d'euros de recettes en moins pour l'État. Voilà. C'est pour ça que ce que je propose, en réalité, est le seul plan réaliste, puisque moi, je propose un grand plan d'économie à l'échelle nationale. J'en ai beaucoup parlé cet automne. 80 milliards d'économies qui n'étaient qu'un plan d'urgence, il faudra aller beaucoup plus loin, qui permettent de financer ces baisses d'impôts. C'est la même philosophie à l'échelle nationale et à l'échelle de Paris, c'est dépenser moins pour pouvoir taxer moins, pour que les Français aient plus de pouvoir d'achat. On parlera tout à l'heure évidemment des municipales et de l'union des droites possibles, ce qui serait à Paris, un signal extrêmement fort aussi pour la présidentielle. C'est une demande très forte des électeurs de droite. Rachida a dit qu'elle n'y était pas favorable. Vous l'appelez Rachida? Bon, elle réserve. Non, pardon, Rachida Dati, j'ai dit qu'elle n'y est pas favorable. Non. Marine Le Pen n'y est pas favorable, donc en fait, personne n'y est favorable. Sauf les électeurs, Sarah Salman. Non, moi, je peux être électrice, je sais pas, Macron ou de droite. Non, les électeurs de droite, oui. Lorsqu'on les interroge, ils veulent. Eh ben moi, je connais pas un électeur qui veut.
Ah bon? Oui, autour de moi. Moi, je connais encore moins d'électeurs qui veulent qu'Emmanuel Grégoire soit élu. Oui. Parce que c'est ça le risque. Il y a encore moins d'électeurs de droite qui veulent qu'Emmanuel Grégoire soit élu. L'union des droites. Ce qui est important, c'est pas les gens qui sont autour de vous, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est quand on interroge les gens qui votent pour Lisnard, pour Wauquiez, pour Retailleau, pour Sarah Knafo, pour Marine Le Pen, pourquoi pas? Mais pour quand moi, on peut pas voter et Rachida Dati et je vous répète, Rassemblement National. quand on les interroge, ils veulent l'union et un programme commun. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'ils disent Rachida Dati, en raison de ses valeurs, elle se dit je n'ai pas envie de faire une union des droites et elle a raison. Je ne vous dis pas ce que dit Rachida Dati, je vous parle des électeurs. Oui, quand ils sont interrogés, les électeurs demandent à leurs dirigeants entendez-vous? Vous avez des sensibilités différentes, vous avez pourquoi pas des positions différentes, valeurs, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, il faudra un jour qu'on me l'explique, et ils disent aux électeurs, unissez-vous. C'est ce qui se passe parfois. Déjà, si M. Bournazal se désistait, ça serait déjà beaucoup plus mais clair. Mais à l'arrivée, il se désistera. Oui. Il ne sera même peut-être pas qualifié. Il ne sera peut-être même pas qualifié. À l'arrivée, il se désistera. Donc, mais Rachida Dati n'ait pas envie de s'allier avec Reconquête, moi je peux elle perdra. Mais on peut tout comprendre, puisqu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je vous parle de ce que veulent les électeurs de Reconquête et les personnes qui se présentent. Les électeurs de Reconquête et les électeurs de Dati, il y a une chose qui les rassemble, ils ne veulent pas d'Emmanuel Grégoire. Et ils sont prêts à tout pour qu'Emmanuel Grégoire ne soit pas maire de Paris. À tout. Et notamment à s'allier, avec des partis, évidemment, qui sont respectables. On peut avoir une différence. Et vous dites même que quand le PS s'allie avec LFI, c'est une alliance de pacotille. Donc là, finalement, ce serait pareil. Non, parce que LFI n'a rien à voir avec le PS aujourd'hui, alors que quand j'entends Retailleau, Bellamy et Knafo, je voudrais que vous me disiez les différences que vous trouvez entre les trois discours. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vois que vous ne répondez pas. Non, il y a parce que si vous me dites, il y a beaucoup de points de convergence. Mais il n'y a même plus aujourd'hui de différence. Sur le plan si vous mettez économique, Bellamy, on peut trouver des divergences. Retailleau sur le et plan Knafo, économique, on peut en trouver. Entre Retailleau, Bellamy et Knafo. Entre RN et. Non, mais je vous parle de Retailleau. Après Reconquête, il n'y a pas énormément d'électeurs non plus. C'est important. Elle est à 13%. Et en tout cas, Reconquête, c'est ce qui nous importe. En d'autres temps, ces trois personnalités auraient été au RPR ensemble. Et bien sûr. Là, on parle de Reconquête, je ne parle pas du RN, là. Je parle de Sarah Knafo. Donc, effectivement, il y a des passerelles. Et c'est ce qu'on entend des électeurs, en tout cas. C'est ce qu'ils disent, les électeurs. Mais c'est pas ce que disent ceux qui... Et des électeurs centristes. Mais c'est pas ce que disent ceux qui se présentent. Eh bien, écoutez, on verra au second tour. Autant Sarah Knafo est pour cette union des droites, Rachida Dati ne l'est pas. On verra. On verra. J'ai l'impression que Rachida Dati, elle a commencé à... Elle sera demain avec Laurence Ferrari. Manifestement, son discours a dit, on verra. Voilà, elle a semblé plus à l'écoute. Elle veut gagner, tout simplement. Elle veut gagner, bien sûr. Elle a raison, elle veut gagner. Si c'est faire barrage à l'extrême gauche. Exactement, ça peut aussi faire barrage à l'extrême gauche. Vous savez, tout est. C'est pour ça que cette situation. C'est plus la gauche que l'extrême gauche. Je ne le mets pas sur le plan. Vous direz ça, Yann Brossard. Il est 9h50.